Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment l'environnement sonore influence notre vie. Les sons, elle les écoute et elle les étudie. Notre invitée Juliette Volclair, chercheuse indépendante, productrice et critique sonore et coordinatrice de la rédaction de la revue dédiée au son Syntone. Après le son comme arme, les usages policiers et militaires du son paru en 2011. Après Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore paru en 2017. Elle publie L'orchestration du quotidien aux éditions La Découverte sur l'hyperprésence des sons dans l'espace public. Sons d'appel ou sons repoussoirs, ils attirent notre attention ou visent à nous faire reculer pour vendre ou informer. Ils peuplent notre environnement. Bonjour Juliette Volclair. Bonjour. Bonjour. Attaque avec ces quelques sons sélectionnés et arrangés par notre designer sonore du jour, Thomas Beau, réalisateur de l'émission, qui a cartographié le paysage sonore urbain. Vous en avez reconnu quelques-uns ? J'en ai reconnu pas mal, oui. Lesquels notamment ? La SNCF, Windows. Windows avec Philippe Catherine. Oui. De ces sons du quotidien que vous recensez, que vous évoquez dans ce livre, L'orchestration du quotidien. Ils sont de plus en plus nombreux, ils sont omniprésents, ils sont là un peu partout autour de nous. On peut citer les sons qui viennent de la bureautique, de l'informatique, tout ce qui naît de l'ordinateur, du téléphone intelligent aussi, de nos messageries. Il y a aussi dans les supermarchés le bip-bip des caisses et des portes qui s'ouvrent et se referment. Il y a dans les transports tout ce qu'on trouve quand on prend un tram, un bus. En extérieur, il y a cette multitude de sons qui sont aujourd'hui presque monnaie courante dans notre paysage urbain. Parmi ces sons qui ont été évoqués, qu'est-ce qu'ils révèlent pour vous de l'époque, tous ces sons rassemblés là ? Mais ils dessinent aujourd'hui, tel que s'exprime ce design sonore dominant, qui est celui qu'on a entendu dans cette introduction, qui n'est pas le seul. Il y en a d'autres formes. Ce design sonore de marque, il s'est développé à partir des années 1990, on va dire. Et aujourd'hui, son objectif, qui n'est pas décrété dans un bureau quelque part, mais qui est expérimenté de mille manières et qui est devenu une nouvelle culture audio dans les entreprises, et d'appeler nos oreilles, en fait, que les différentes marques ou institutions, je dis marques au sens très général, nous interpellent, nous invectivent dans des moments peut-être un petit peu de baisse d'attention de notre quotidien, dans des moments de disponibilité. Et pour reprendre une expression qui avait fait Flores à la télévision, c'est du temps d'oreille disponible, en fait, que ces logos sonores très divers vont rechercher. Alors c'est parfois pour nous appâter, c'est parfois pour nous mettre en garde aussi. Oui, tout à fait, il y a les deux. Alors après, l'utilisation du son pour mettre en garde, c'est-à-dire du dispositif d'alarme, est antérieure. Les alarmes, elles ont des alarmes électroniques, ont commencé à se développer à partir du 19e siècle. Et elles ont été affinées beaucoup plus tardivement. Il aura bien fallu un siècle pour devenir un petit peu moins pénible à l'oreille. C'est-à-dire qu'on pouvait susciter, éveiller l'attention et puis susciter un sentiment d'urgence sans nécessairement complètement accabler les oreilles de la personne qui en était la cible. Mais effectivement, tout ça s'est beaucoup plus développé à partir de la fin du XXe siècle, dans une idée d'orienter à la fois nos comportements d'achat, nos comportements aussi à l'intérieur des espaces publics et la manière dont on perçoit telle ou telle marque. De la même manière qu'il y a eu une attention très forte portée au XXe siècle sur la fabrication des logos, attention toujours très forte aujourd'hui, mais
qui est devenue courante, qui ne se note plus forcément. Tandis que dans le domaine du son, ça reste quand même quelque chose qui est toujours en cours de développement, d'affirmation. Alors en ville aussi, on va le voir, il reste quelques sons de la nature et puis il y a tout ce qui relève de ce design sonore, de ces sons fabriqués avec quelle origine, avec quelle intention, à quelle fin, comme on dit. On va y revenir, Juliette Volclair, mais juste... On a, et je me demandais si ce livre était né comme notre attention qui a redoublé des confinements, du grand confinement, avant même les confinements, les petits confinements successifs. Est-ce que ce livre, cette étude qui s'inscrit dans le prolongement de vos travaux, est né de cette attention renouvelée à notre environnement sonore pendant le confinement ? En réalité, c'est une recherche que je mène depuis celle-là. Sur le design sonore, ça fait une petite dizaine d'années que je suis sur cette question-là et que je m'interroge dessus en me disant mais est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Parce que toutes les personnes avec qui j'ai discuté, que ce soit des amis dans le milieu des musiques expérimentales, des chercheurs et des chercheuses, disent oh, le design sonore, c'est rien, c'est un concept qui a été inventé comme ça pour faire vendre, etc. Puis bon, j'étais toujours un petit peu insatisfaite de cette réponse parce qu'il me semblait quand même qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc le livre est plutôt une synthèse d'un travail que je mène sur le long terme et puis de cette tentative de définition en fait, d'un champ qui reste assez diffus. Et puis au bout d'un moment, je me suis sentie suffisamment légitime après ces années de recherche pour me dire bon bah je vais dire que le design sonore existe et puis je vais le décrypter. Ce que le confinement a fait, et c'est là-dessus que je commence effectivement ce livre. Et peut-être d'abord subjectivement à vos propres oreilles, à vous, Juliette Volclair, je ne sais pas où vous avez été confinée, à la campagne ou en ville. Est-ce que ce silence retrouvé, ou ce faux silence retrouvé, a été comme un rafraîchissement pour vos oreilles ou au contraire un étourdissement? Parce qu'au fond, on est habitué à vivre dans cet environnement sonore-là en permanence. Ce que j'ai noté, comme je pense une bonne partie des gens qui vivent en ville dans le monde occidental, c'est la disparition des sons de moteur. Et alors j'ai la chance de vivre dans un endroit où on entend déjà beaucoup les sons d'oiseaux tout en étant en ville. Mais généralement, ils se posent au-dessus des petites notes aiguës, au-dessus d'un fond de grave qui est composé par les voitures qui passent sur la grande rue à proximité. Et la disparition en fait de ce fond de basse, effectivement, était assez notable à ce moment-là, puisque ces sons de basse qui s'accompagnent également des sons de roulement ou des sons de climatisation, qui elles n'ont pas été interrompus pendant le confinement, sont tous des sons hérités de la deuxième révolution industrielle qui ont fini par que Murray Schafer, un compositeur canadien, a nommé comme étant de la pollution sonore dans les années 1970. Bon, le terme lui-même est questionnable. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que jugement de valeur à travers ça? Parce que, précisément, oui. Parce que ça établit une hiérarchie entre des bons sons et des mauvais sons. Alors que cette approche-là, elle peut être menée en première instance pour justement revendiquer le droit à un environnement sonore agréable, paisible. Pour revendiquer de bonnes conditions de travail, par exemple, ou de bonnes conditions pour habiter quelque part. Puisque, par exemple, le niveau sonore dans des cités HLM n'est pas le même, et la qualité d'isolation ne sont pas les mêmes que dans des quartiers riches. Et donc tout l'environnement sonore s'en trouve impacté. C'est-à-dire ce ne sont pas les pauvres qui sont bruyants, mais les pauvres sont assignés à des quartiers où il y a du bruit, où le bruit est stocké en quelque sorte. Et donc le fait de qualifier la pollution sonore permet de travailler sur ces questions-là qui sont fondamentales. Et sur la question du répit auditif qui est aujourd'hui aussi fondamentale, notamment en raison des multiples interpellations auditives, de cet accaparement incessant de notre attention par le son. Ensuite, c'est un peu court. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà. Le son, c'est bien plus riche que de simplement dire bon, bah, là, on a un son de voiture qui est moche, puis là, on a un son un élément de design sonore qui est beau. Alors, par exemple, tous les éléments de design sonore qu'on a entendus en introduction, moi, m'écorchent les oreilles. Ça m'intéresse de les écouter. C'est précisément parce qu'ils m'écorchent les oreilles que je travaille dessus. C'est ma manière de me défendre. Mais d'autres, les gens qui les ont conçus, vont dire non, c'est le plus beau qu'on puisse faire. Donc la question du beau dans le son est éminemment subjective. Elle dépend des cultures sonores, elle dépend de l'endroit où on habite, elle dépend d'énormément de facteurs. Et un laboratoire comme le Cresson, qui est dans l'école d'architecture de Grenoble,
lui travaille de manière beaucoup plus fine sur la qualification des espaces urbains à travers l'écoute. Et ne va pas forcément dire, cet environnement, le son est uniquement accaparé par les voitures. En fait, il faut qualifier beaucoup plus finement le son pour pouvoir construire avec le son précisément, pour pouvoir enfin entendre autre chose. Vous dites, c'est marrant, vous dites ça m'écorche les oreilles, pour d'autres c'est assez joliment fait, et tout ça est très subjectif. Mais ces logos sonores, quand ils ont été pensés, designés pour certains, on a quand même le sentiment qu'ils essayent d'imiter la vie, qu'ils essayent de reconstituer certains sons naturels, existants. Et on évoquait tout à l'heure le chant des oiseaux qui a réapparu durant le confinement. On peut penser à un réseau social que je ne siglerai pas, mais qui a aussi tenté de reproduire à travers son son, sa ponctuation sonore, ce chant-là des oiseaux, ce cuicui. Oui. C'était assez notable aussi dans les années 2000, 2010. Une des sonneries de téléphone qui était très en vogue, c'était de téléphone portable qui était très en vogue, c'était une vieille sonnerie de téléphone filaire. Et cette dimension nostalgique dans le sonore, elle est très présente au sein du design sonore. C'est-à-dire à mesure qu'il y a une couche de numérisation qui s'étale de plus en plus dans tous les événements de la vie quotidienne, dans tous les espaces du quotidien, dans toute la géographie. Cette géographie fait appel à titre de repère, également pour être plus acceptable socialement, à des éléments qui sont connus, qui nous sont connus soit qu'on ait encore l'usage de quelques dispositifs mécaniques, soit qu'on les voit dans les films, soit que nos parents ou nos grands-parents, pour les plus jeunes, en aient parlé. Mais justement, c'est un usage qui pour moi est un peu insidieux utiliser le son d'un objet mécanique à l'intérieur d'un objet numérique. C'est une manière aussi de remplacer l'objet mécanique par simplement son fantôme, en faisant passer son fantôme pour l'objet lui-même. Vous dites que vous avez donc choisi de prolonger des études que vous aviez débutées sur le son, on le disait, le son comme arme. D'abord, la question aussi de la manipulation sonore, de cet art de la manipulation sonore, que vous l'avez prolongé avec ce livre, l'orchestration du quotidien, où vous êtes particulièrement intéressé à la naissance et à la vie longue du design sonore. C'est devenu pour vous un sujet d'étude, ça n'était pas tant que ça auparavant. Et vous avez surtout choisi d'en faire une écoute critique et donc une écoute politique de ces environnements sonores qui nous concernent tous aujourd'hui et qui sont déjà, vous l'évoquez, le signe de cette modernité. Alors qu'est-ce que c'est le design sonore déjà ? Est-ce qu'on peut le définir, savoir un peu qui l'a inventé ? Et à quelle fin au départ ? Question vaste et compliquée. J'ai dû faire un livre entier pour y répondre à cette simple question. Le design sonore, il y a des acceptions différentes du terme. Moi, j'ai volontairement utilisé une définition que donnait du design tout court un designer critique qui s'appelait Victor Papanek dans les années 1970, en rappelant déjà que le mot design, on l'utilise en anglais, mais en français, ça signifie la conception. Lui disait, mais tout est conception. L'espèce humaine conçoit des choses en permanence. À partir de là, qu'est-ce qu'est le design sonore ? C'est tout ce que nous concevons avec du son ou au moyen de notre écoute, c'est-à-dire énormément de choses. Ça va du fait qu'il y a dans ce studio une moquette au sol, des revêtements particuliers au mur. Ça passe aussi par le micro qui est devant moi et qui donne une certaine tessiture à ma voix. Ça passe par la console de mixage dans laquelle cette tessiture a été modulée pour qu'elle soit plus facilement audible. Ça passe par le design aussi des dispositifs de réception des personnes qui nous écoutent. Et puis ça passe par le petit élément par la petite virgule qu'il y a eu juste avant l'émission pour faire la transition avec le journal. C'est l'ensemble de ces éléments. Donc c'est un champ, en réalité, extrêmement vaste. Le design sonore, pour le définir simplement, c'est tout ce qui est conçu au moyen du son ou par le son. On va peut-être mettre justement une petite ponctuation sonore, puisque vous les avez évoquées. Se rappeler aussi ce que ça signifie en radio. La nôtre, elle est signée du compositeur Jun Miyake, qui l'a retravaillée cette année, et on le remercie. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Voilà, pour cette ponctuation, on appelle ça une virgule, un jingle en radio qui nous permet de rappeler que nous sommes ensemble avec vous, Juliette Volclair, à l'occasion de la parution de votre livre L'orchestration du quotidien. On avait le directeur de la Philharmonie dans la première partie de la Grande Table avec vous. On parle moins de musique que de design sonore, qui peut être musical parfois. Il y a quand même deux pionniers, deux figures à l'origine de ce design-là, et vous revenez sur leur différence presque de perception de leur fonction. Oui, on peut. Le design sonore a deux origines contradictoires. C'est ce qui m'a perturbé beaucoup au début de cette recherche. Ce qu'on entend le plus souvent, en fait, c'est l'histoire du design sonore au cinéma. C'est celle-là qui est extrêmement présente, notamment sur Internet, qui est extrêmement documentée aussi à travers de multiples livres. Dans l'histoire du design sonore au cinéma, il est souvent, l'invention du design sonore est régulièrement attribuée à Walter Murch, et à travers différents films, notamment Apocalypse Now, dans lequel il a pour la première fois utilisé la quadriphonie, c'est-à-dire le placement du son dans l'espace, à la fois dans l'espace du film et puis dans l'espace du coup de la salle de projection, avec un placement beaucoup plus fin du film. Mais Walter Murch, sa définition en fait du design sonore a évolué au fil des années. Et lui-même, je ne sais pas s'il revendique ce rôle de père fondateur du design sonore. Ça a été à un moment donné, cet emploi du terme de design sonore, une tactique parce qu'il n'avait pas la carte des syndicats des métiers du son dans son domaine, et donc n'avait pas le droit d'utiliser par exemple l'appellation de compositeur. Il n'avait pas le droit d'utiliser un certain nombre... Donc il a décidé d'inventer la sienne propre. Et ce faisant, il était aussi dans une réflexion avec bien d'autres personnes à la même époque, comme George Lucas, comme Coppola, comme d'autres, sur quelle place le son pourrait prendre à l'intérieur des films et pourquoi le son ne pourrait pas devenir vraiment un élément de création beaucoup plus fort. Alors, si vous lisez les livres de Michel Chion, vous verrez que cette réflexion-là n'était pas particulièrement nouvelle à l'époque. Après, il y a eu c'est-à-dire que depuis le début du cinéma, il y a une réflexion sur le son. Mais dans les années 70, ce mouvement du Nouvel Hollywood a créé une nouvelle manière de concevoir la narration, notamment au moyen du son. Après, il y a une autre histoire du design sonore qui s'écrit dans un autre milieu, qui est celui de l'écologie sonore. Parce qu'il existe une écologie sonore. Et l'écologie sonore, précisément, elle est liée à cette figure patriarcale de Murray Schafer que je citais tout à l'heure, qui dans son livre sur la musique de l'environnement, dans lequel il parlait de pollution sonore, disait aussi à la fin, il faut que des designers créent le son de notre environnement quotidien, le compose, pour qu'il soit beau, justement. Et il ne faut plus... il faut mélanger différentes classes de personnes, différentes professions. Il faut mélanger des urbanistes, des architectes, des élus, etc., pour composer le son de nos environnements quotidiens pour qu'il soit beau. Et c'était une manière de contrer pour lui, c'était justement dans cette hiérarchisation qu'il faisait entre des beaux sons et des mauvais sons, c'était le pendant exact de la pollution sonore, recréer du beau. Et vous dites de lui, figure patriarcale, ça me fait penser parce que le livre est plein d'exemples, mais vous racontez aussi comment le design sonore est devenu un espace, a fait de l'espace un espace genré, l'espace public sonore étant essentiellement occupé par les hommes et l'espace privé étant occupé, ou en tout cas c'est là où les femmes ont été jusqu'ici reléguées. Vous parlez aussi des assistantes, les nouveaux assistants vocaux, l'assistance vocale d'ailleurs au féminin, et vous montrez les biais sexistes cette nouvelle technologie sonore. En quoi pour vous? Mais je n'avais pas réalisé cette dimension-là, même si je percevais que tous les exemples que je donnais dans les conférences sur la question de l'urbanisme sonore en émergence, etc., c'est toujours des hommes que je citais. Et d'ailleurs, beaucoup d'exemples aussi en France, puisque la France a beaucoup développé l'identité sonore de marque. Et c'est dans une rencontre à Bruxelles avec la chercheuse suisse-britannique Salomé Vauquelin, qui, après ma conférence, s'est exclamée « Oh, mais l'environnement sonore est toujours fait par des hommes ». Et alors, j'ai été un peu
étonnée parce que je n'avais pas réalisé cette dimension-là. C'est elle qui m'en a fait prendre conscience à ce moment-là. Et effectivement, après, j'ai davantage creusé sur cette question-là. Et c'est lié à des facteurs qui sont extrêmement divers, qui sont à la fois des facteurs de légitimité à occuper l'espace public, jusqu'à la manière dont vont être composées les différentes professions, notamment dans les milieux de l'architecture ou bien dans les milieux audiovisuels. Où dans l'architecture, en ce moment, on est plus ou moins arrivé, le nombre de femmes architectes est plus ou moins équivalent, voire légèrement supérieur au nombre d'hommes architectes, avec des carrières qui sont cependant encore très entravées par leurs conditions de femmes, c'est-à-dire qu'elles ont des rémunérations moindres, elles ont moins accès aux médias généralement, elles rencontrent davantage d'obstacles, mais elles sont désormais présentes. Dans le domaine audiovisuel, je cite dans le livre 2 études qui ont été menées dans le monde anglo-saxon, qui ont établi des statistiques assez étonnantes, selon lesquelles 90% des sons que les anglo-saxonnes entendent au quotidien sont fabriqués par des hommes. Des sons soit de la musique, soit du design, soit de la radio. Alors, ici, nous sommes 2 femmes en plateau, par exemple. Je pense que la question en France serait légèrement différente. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de statistiques sur la composition... sur la prédominance des hommes ou des femmes dans la fabrication des sons dans la radio et le podcast français. Il y a une assez forte présence féminine qui est assez notable. Mais tout le reste des sons, que ce soit le son de la SNCF qui est très connu, des sons pour les personnes qui sont à Paris de la RATP, bien d'autres sons de marque sont eux conçus par des personnes anonymes, mais pour ceux que je connais, par des hommes. Par des hommes, voilà. Alors, sur les assistants vocaux ou les assistantes oui. vocales, on va dire plutôt, c'est Siri, c'est Alexa, on renvoie à des figures de femmes, et ce sont des voix féminines qui sont le plus souvent utilisées pour remplir cette fonction de ces technologies. Vous avez évoqué la SNCF. Ça fait partie des exemples que vous racontez, que vous développez et qui sont effectivement intéressants. Alors moi, j'arrive jamais à reproduire un son. Le Tadam, en plus vous les décryptez, c'est très bien fait. Le Tadam 1 de la SNCF qui a été imaginé, conçu en 2005. On imagine que la personne, alors même anonyme, qui a créé ce son doit être absolument milliardaire aujourd'hui vu l'utilisation de cette ponctuation sonore. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il nous dit ce son? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais il raconte une évolution de la SNCF et surtout il nous raconte sa transformation d'une entreprise de service public en une société de service. En tout cas, c'est l'histoire que ça raconte derrière. Dans les tout premiers sons de la SNCF et qui sont audibles puisque la SNCF avait fait une exposition il y a quelques années pour mettre en scène justement son évolution en tant qu'entreprise à travers justement ses carillons, les voix des personnes dans les trains, des hôtesses ou bien des chefs de bord, etc. Et je dis hôtesse d'ailleurs, il n'y a pas d'hôtesse à la SNCF, mais j'ai dit hôtesse, c'est un lapsus, c'est justement parce qu'il y a eu une évolution de ces voix vers le modèle de la voix de l'hôtesse de l'air au fur et à mesure. Et puis la petite cloche mécanique de la gare dans les années 1950, au fil de l'eau, a été remplacé par ce sonal, diraient les Québécoises et les Québécois, le jingle, à partir des années 1980, à partir du moment où le son en gare a commencé à être informatisé. Et c'est à ce moment-là aussi que la voix de Simone Hérault est apparue, puisque la voix que vous entendez dans les enceintes de la SNCF, c'est la voix de Simone Hérault, ou bien son avatar numérique. Ça devient difficile de faire la distinction. Et ce petit son, aujourd'hui, qui a été conçu par l'agence 6e Son, qui est une agence française qui est très développée dans le domaine de l'identité de marque, ce petit son de quelques secondes veut véhiculer, m'avait dit un directeur de l'époque, une valeur d'écomobilité, par exemple.
et puis il veut, bon alors quel que soit, quoi que cela signifie, je ne sais pas, mais véhiculer certaines valeurs de la marque, et puis surtout ressasser en fait ce jingle de manière répétitive en gare. Voilà, la publicité passe aussi par ça aujourd'hui, hein, elle passe Oui. par nos oreilles, comme vous l'évoquiez. Whatever it takes to break, gotta do it. From the burning lake or the eastern gate, you'll get through it. Rattle that lock and lose those chains. Rattle that lock and lose those chains. Rattle that lock and lose those chains. Rattle that lock. Et ce jingle de la SNCF a été entendu, aimé et repris par le guitariste des Pink Floyd, David Gilmour, dont on entend un extrait de ce titre, juste pour le clin d'œil. On est donc assaillis à vous lire, à vous entendre aussi, Juliette Leclerc, de sollicitations sonores qui cherchent à nous appâter, à nous attirer, à nous vendre peut-être aussi, à nous vendre des choses. Et ce serait la nouvelle loi du grand marché dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Il y a un exemple que vous développez longuement et qui est quand même intéressant. Je ne sais pas si en quelques mots, Windows, vous pouvez revenir aussi sur cette histoire-là. Windows a demandé au début des années 90 à Brian Eno de composer son sonal d'ouverture, c'est-à-dire le son d'ouverture de Windows 95, voilà, à l'époque. Alors, ils essayaient un petit peu de rattraper un certain retard, puisque la première société informatique à avoir développé l'utilisation du son comme un outil de navigation dans les systèmes informatiques, c'est Apple, en réalité, avec le professeur William Gaver, qui travaillait dans cette société-là et à l'université simultanément. Et Gaver avait développé cette idée de pouvoir se repérer au sein d'un ordinateur au moyen de ce qu'il a nommé des icônes auditives notamment. Alors il y avait 2 autres catégories de sons, mais les plus employés ont été les icônes. Et donc, quelques années plus tard, Windows a décidé de monter un petit peu au créneau en commandant à Brian Eno un petit son, alors que Brian Eno définit avec beaucoup de jubilation. Il parle du brief, c'est-à-dire de la commande en fait, qui lui a été passée par Windows, une commande extrêmement longue, extrêmement détaillée. Alors, il faut que le son soit comme ci, soit comme ça, et puis qu'il véhicule ceci, cela, mais alors voilà comment il doit procéder, etc. Et puis à la fin, il y avait marqué « et il doit durer 3,25 secondes ». Et donc Brian Eno est rentré là-dedans avec le plaisir, on va dire, d'un artisan joaillier, quoi. Il évoque cette question du bijou, c'est-à-dire il fallait vraiment ciseler quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, de manière extrêmement brève. Et donc il utilise un son qui est fondé sur le mode majeur. Alors, je pourrais revenir longuement sur le mythe du mode majeur à l'intérieur de la téléphonie portable ou de l'informatique. Le mode majeur en musique étant un certain type d'accord, en fait, et qui le mythe veut qu'il véhicule l'harmonie, la joie, le plaisir, etc. Alors que, par exemple, dans l'indicatif de votre émission, il y a de la dissonance et il y a du mode mineur qui sont... à certains moments, d'ailleurs, ça évoque la nostalgie. À d'autres moments, d'ailleurs, ça évoque aussi la fête. Il y a une dimension un peu festive, comme ça, de départ de danse. Et beaucoup de danses, comme la tarentelle ou autres, utilisent des modes mineurs, utilisent la dissonance. Donc, ce sont des mythes. Mais Eno a respecté ce mythe-là. Il a également rajouté beaucoup de réverbération. Alors, la réverbération, également très employée par les gens qui sont dans le travail du son pour donner de l'espace, justement, construire l'espace autour d'un son, lui donner de l'ampleur, du relief. Et ça a été... ce travail qu'a fait Brian Eno, pour moi, était un peu l'ouverture. C'est une sorte de sonal d'ouverture de la période qu'on vit aujourd'hui, avec une sonification tous azimuts, c'est-à-dire énormément
de jingles ou de sons de notification qui sont émis par nos dispositifs numériques, alors soit les nôtres, soit ceux qui sont présents dans les espaces publics, pour guider en fait nos comportements, pour confirmer des actions qui sont faites par des surfaces numériques, voilà, pour construire une sorte de géographie auditive autour de nous. Tout ceci n'est pas neutre aujourd'hui, et pas neutre non plus écologiquement parlant. Vous l'expliquez très bien, Juliette Volclair, dans ce livre. Est-ce que vous plaidez aujourd'hui pour une grammaire sonore des espaces publics, une nouvelle forme de régulation ? Alors ce terme de grammaire sonore avait été, la première fois que je l'ai entendu, a été employé par Corinne Filiol, qui est responsable acoustique et vibration à la RATP, donc la Régie des transports parisiens. Et c'était l'idée, à un moment donné, à Paris, plusieurs instances se sont mises autour de la table pour discuter de comment est-ce qu'on doit construire les sons. Puisque le son prenait une importance nouvelle, dans les années 2000-2010, des réunions ont commencé à se tenir pour dire, bon, si les véhicules électriques, si les voitures justement passent à l'électrique, quels sont désormais tenus d'avoir un son, ce que les régulateurs appellent un avertisseur sonore, ce que l'industrie appelle une signature sonore, ce qui est un peu différent. Mais si jamais les voitures se mettent à faire des ting-ting de bus, ou si jamais un bus se met à faire le petit son pour dire aux personnes aveugles et malvoyantes qu'elles peuvent traverser, ça va vite être le bazar. Donc cette idée de grammaire sonore est née de ça. Qu'est-ce qu'on définit comme les sons relevant de tel secteur, les sons relevant de tel autre secteur, et puis à l'intérieur de ces différentes typologies de sons, lesquels on va employer pour signaler une alerte, lesquels on va employer pour signaler que, au contraire, le passage est libre. Donc la grammaire sonore me semble importante. Ce qui me semble également fondamental aujourd'hui, c'est de développer surtout en amont une culture sonore commune. C'est ce que j'essaye de faire avec ce livre. Je pense qu'il nous manque beaucoup. On est en France en tout cas, le système éducatif donne beaucoup accès à la critique de l'image, la critique du film, de l'image animée. Mais la critique du son est très peu présente et on a très peu de prise sur comment est-ce qu'on analyse un son. Et de la même manière, on ne connaît pas ou très mal l'histoire du son, c'est-à-dire l'histoire du son, c'est un peu une aberration d'utiliser ce terme-là, c'est-à-dire que c'est à la fois une histoire des technologies audio, une histoire des façons d'écouter, une histoire de l'environnement sonore, de l'évolution du paysage sonore. Ce sont de multiples histoires. Et je pense que cette culture sonore commune permettrait justement non seulement d'éveiller nos oreilles de manière très enrichissante et très enthousiasmante, à vrai dire, mais également d'aborder l'environnement quotidien de façon beaucoup plus critique. Parce que tant qu'on ne comprend pas, tant qu'on ne développe pas cette écoute critique, on y est soumis aussi. Et notre oreille ne peut pas réagir. Vous avez cette jolie formule pour conclure, penser par le son, et avec lui devient un outil parmi d'autres pour mettre à bas les hiérarchies et les anciennes représentations, pour réfléchir depuis l'infime, le non-binaire, le mouvement, la relation, depuis une multitude de milieux et de centralités différentes, depuis leurs agencements variés et à venir. Nous avons à peine commencé à écouter. On a à peine commencer à vous écouter, Juliette Volclair, et c'est déjà terminé. Merci beaucoup à vous, d'être venue autour de cette grande table des idées, nous parler de ce nouveau savoir que vous êtes aussi en train de développer avec d'autres, de cette étude du son, du design sonore, écoute au XXIe siècle. C'est le sous-titre de cet ouvrage, L'orchestration du quotidien, qui paraît à la découverte. Un grand merci. Merci à toute l'équipe de la grande table, à Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez et Violaine Malstaff pour la grande table des idées aujourd'hui, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc et Mayalène Despio-Couré pour la grande table culture. À la réalisation Thomas Beau avec Marie-Claire ou Mabadi. Merci à vous.